Dimanche en politique. Mon invité aujourd'hui fut durant 3 ans un proche collaborateur de François Hollande à l'Élysée. De cette expérience, il en a tiré un livre et sans doute des enseignements pour la suite de sa carrière politique qu'il envisage toujours à Bordeaux. Du palais de l'Élysée au palais Rouen, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le socialiste Vincent Feltès. Bonjour Vincent Feltès, et bonjour. Si tout s'était passé autrement, la politique n'est pas toujours ce que l'on voudrait qu'elle soit. Alors vous en faites la description, vous, au cœur du dispositif, au cœur du pouvoir, au palais de l'Élysée, vous avez passé 3 ans. On relève surtout, dans ce livre aussi d'ailleurs, que le palais de l'Élysée c'est un bunker, vous dites vous-même un sous-marin, au fond un peu coupé du monde. C'est déjà le premier écueil ? Oui, c'est nécessairement un peu coupé du monde parce qu'il y a tellement de responsabilités, tellement de pression que la mise à distance peut être une bonne chose. Après, il ne faut pas être déconnecté des réalités et c'est le risque que tout président et ce collaborateur peut courir à un moment ou un autre. Et vous avez eu vous-même, je crois, vous le dites dans le livre, la tentation de un peu réorganiser, y compris l'agencement de l'Élysée. Oui, parce que l'Élysée, c'est tout sauf les bureaux du XXIe siècle. Je veux dire, c'est totalement éclaté. Le président est à l'étage avec le secrétaire général, son secrétariat, et c'est à peu près tout. Et chacun est à 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres de distance du président. Il n'y a pas forcément de salle de réunion. On a maintenant des mails, mais pas plus que des mails. Et donc, ce n'est pas une administration ou une entreprise moderne. Et c'est vrai que moi qui ai une culture plutôt... Open space. Oui, peut-être pas d'open space, mais en tout cas du numérique, de geek. Quand je suis arrivé à l'Élysée, j'ai voulu travailler avec 1 ou 2 cabinets de consulting. Puis très vite, on est aspiré par le quotidien qui vous broie et qui fait que les réformes organisationnelles à l'intérieur de l'Élysée sont repoussées. Alors vous étiez chef de pôle et vous dites vous-même vous étiez un des 7 mercenaires, c'est comme ça que vous vous qualifiez. 17 samouraïs. Les 7 samouraïs, oui je dis 7 mercenaires. Donc vous étiez 24 heures sur 24 au fond à disposition du président de la République, donc vous avez vécu, on va en parler, pleinement ces 3 ans. Alors il y a eu évidemment, on lit dans ce livre votre dévouement, votre affection même au président de la République, mais aussi votre déception parfois, qui vous a même conduit à envisager de quitter votre poste pour revenir à Bordeaux. Alors ces déceptions, on va en citer quelques-unes, notamment une, si on veut bien, c'est celle qui concerne la réforme territoriale. Je vous le dis parce que vous êtes aussi un élu territorial. Et dans ce livre, vous dites, je ne comprends pas comment François Hollande, alors même qu'il se met au fond tous les élus à dos, va jusqu'au bout de cette logique-là. Sur la réforme territoriale, ça fait des années que les uns et les autres en parlent. Il y a eu le rapport Mauroy, le rapport Balladur, puis finalement, rien n'a été fait. Et François Hollande décide de faire de manière assez brutale, j'allais dire, puisque aussi bien sur les grandes régions que sur les métropoles, que sur les intercommunalités, il a pu provoquer le courroux des élus locaux avec une lisibilité relative et en même temps... Avec le recul, quand j'en ai discuté avec lui, quand je continue à discuter avec lui, sa logique, c'est de dire qu'il faut des grandes régions pour que plus tard, on puisse aller dans un nouveau mouvement de décentralisation et que les métropoles s'articulent avec ces grandes régions, alors qu'avant, quand les régions étaient plus petites, elles étaient parfois en concurrence avec les métropoles, et j'ai pu le vivre, moi, comme président de la communauté urbaine de Bordeaux. Oui, mais en fait, vous êtes un peu en désaccord. Il est conseiller, François Hollande. On voit bien que dans votre livre, il y a beaucoup de gens qui s'activent autour de François Hollande, mais au fond, il prend la décision, au final. C'est lui qui acte toutes les décisions. Oui, mais heureusement, je veux dire, François Hollande a été élu président de la République par pratiquement 20 millions de Françaises et de Français. Heureusement que c'est le président de la République qui prend la décision et pas les collaborateurs ou les conseillers, les si proches soient-ils. Moi, j'ai été maire, j'ai été président de la communauté urbaine de Bordeaux. J'avais des services, des conseillers, mais à la fin, celui qui a le pouvoir
et la légitimité démocratique, c'est lui. Donc c'est lui qui prend les décisions. Puis après, les conseillers sont plus ou moins d'accord, renaclent plus ou moins, le disent plus ou moins fortement. Alors ces conseillers, vous en faites partie, Vincent Feltès, et vous dites dans ce livre que François Hollande est très attaché à sa liberté propre, et puis aussi celle des autres, ce qui va conduire à un certain nombre de choses. Il fait confiance, au fond, François Hollande, jusqu'au bout, avec le risque que cela implique, y compris, vous faites allusion à ce fameux livre, un président ne dit pas ça. Vous dites, là, au fond, c'est une faute politique grave qui a conduit, au fond, à cet échec, enfin, qui a concouru à cet échec. Je dis deux choses. C'est vrai, François Hollande est viscéralement attaché à sa liberté et à celle des autres. Pour lui, c'est un principe intangible. Après, sur le livre d'Aveillom, qui a fait beaucoup de dégâts, ce que je lui reproche principalement, c'est de ne pas l'avoir totalement assumé. C'est-à-dire que s'il se livrait à cet exercice assez inédit, il y avait un discours possible qui est de dire « Moi, je pense qu'au XXIe siècle, en France, la transparence est nécessaire. » J'ai discuté avec 2 journalistes d'investigation et je leur ai dit comment ça se passait. C'était périlleux, mais au moins ça correspondait à un nouvel exercice de la démocratie en France. Et là, il a fait une espèce d'entre-deux où les gens ont considéré qu'ils n'avaient pas à rentrer dans les secrets d'alcôve de la République et où François Hollande, quand le livre sort, il est un peu surpris de l'impact. Et ce que je reproche à François Hollande, mais j'ai d'abord de l'affection et de l'admiration pour lui, c'est que sur 2 choses, quel type de président il voulait être et quel positionnement politique il choisissait, il est resté dans une espèce d'entre-deux. S'il pensait qu'il fallait être président d'une espèce de 6e République, alors il fallait y aller, et je pense que c'est sa conception des choses, et de même sur le positionnement à l'intérieur de la gauche. Oui, vous dites aussi un peu de fatalité, au fond c'est quelqu'un qui fixe le cadre, et ensuite il laisse rouler les dés, c'est une expression que vous utilisez dans ce Oui, ce c'est vrai livre-là. qu'il y a à la fois de la ténacité chez lui sur des grands dossiers, vous avez cité la réforme territoriale, la compétitivité, la COP21, la lutte contre le terrorisme, et sur d'autres choses, il considère qu'il a mis en place les éléments structurants, puis après le jeu se déroule. Oui. Alors justement, vous êtes là pour faire un peu le filtre, en quelque sorte, essayer de servir de paravent. Il y a des moments où vous vous êtes découragé et au fond vous vous êtes dit, parce que vous êtes là aussi pour organiser les choses, les réunions, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des moments où vous vous êtes dit finalement c'est plutôt décourageant parce qu'on ne sert pas à grand-chose. Non, jamais. Non, j'ai pu pester, râler, ne pas être en accord. Mais de toute façon, être un des 5-6 collaborateurs les plus proches du président de la République, c'est quand même un honneur de servir le pays, l'État, d'influer sur des décisions. Puis il y a des choses où j'ai pas pu convaincre le président. Il y a d'autres choses. Lesquelles, par exemple où j'ai pas pu convaincre le président. Par exemple, sur la loi travail, j'étais plus que réticent sur la loi travail. Sur le fait de confirmer ou non la déchéance de nationalité, j'étais plus que réticent. Sur d'autres choses, j'étais d'accord sur la limitation du déficit budgétaire, sur la priorité compétitivité aux entreprises. Sur d'autres choses, j'ai fait partie des quelques-uns qui avons pesé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation de la TVA, pour moduler les allocations familiales. Il y a eu un doute un moment sur le Grexit. J'étais de ceux qui disaient que c'était pas possible d'abandonner la Grèce. Sur la part du nucléaire, j'étais aussi de ceux qui disaient 50% et un horizon assez proche, quoi. Donc vous êtes aussi sur un degré de responsabilité très important. Oui, justement à propos de cette attitude, enfin de ces choix politiques, vous dites dans ce livre que François Hollande, au fond, il a fluctué, il a tenté le grand saut, mais qu'il l'a pas fait. C'est ça qui pénalise au fond tout son quinquennat, le fait qu'il n'ait pas trouvé la bonne ligne. Non, je pense qu'il n'a pas tellement changé de ligne, mais en revanche, il a très peu explicité et verbalisé sa ligne. Le choix de la compétitivité, le rapport gallois, c'est dès l'été 2012. Le CICE, c'est dès décembre 2012. Puis il y a le pacte de responsabilité. En revanche, il n'a pas forcément de discours clair pour dire voilà mon orientation et voilà pourquoi je pense que malgré tout, c'est une politique de gauche, parce qu'il a été élu par des électeurs et électrices de gauche. Et c'est cette politique de gauche qui va, au fond, un peu
le trahir au sein même de ses propres troupes, de ses propres ministres, puisque la nomination de Manuel Valls va, au fond, un peu sceller le destin des autres, ceux d'Arnaud Montebourg, ceux d'Hamon. Vous avez, sur ces épisodes, un regard assez dur, Vincent Feltès, et même parfois beaucoup d'amertume. Je trouve qu'il y a une forme d'irresponsabilité de la part de Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, sur la manière dont ils quittent le gouvernement, sur une mauvaise blague d'Arnaud Montebourg, alors qu'ils avaient accepté de repartir dans le gouvernement de Manuel Valls, alors que le pacte de responsabilité était déjà posé. Donc voilà, et même plus tard, quand il y a eu le recours au 49.3 ou les motions de censure, je trouve qu'il y a un peu de légèreté politique dans une période grave, parce que malgré tout, cette période à partir de janvier 2015 est marquée par les attentats. Oui. Et moi, j'arrive en mai 2014, qui est l'installation du califat en Syrie et en Irak, et c'est une pression au quotidien qui est extrêmement forte pour nous et pour les Françaises et les Français. Alors justement, vous l'avez vécu, cette pression, Vincent Feltès, aux côtés du président de la République. Donc on a reconnu d'ailleurs qu'il avait eu plutôt un comportement exemplaire sur ce dossier-là. Alors, nonobstant le fait que ce soit des événements graves, vous diriez que ça a été pour lui des moments, au fond, où il a été un président en tant que tel, peut-être quelque chose qui l'a porté ? Oui, ça l'a porté. Et surtout, il a su faire en sorte que le pays, à un moment... ne bascule pas, ne soit pas troublé. Des attentats comme ça, on n'a jamais connu autant de morts en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de morts, c'était un choc. Dans une période qui est particulière. On voit bien ce qui se passe en Europe de l'Est, on voit bien ce qui se passe en Grande-Bretagne, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis avec un risque populiste fort. Et François Hollande arrive à faire en sorte que les Françaises et les Français ne dérivent pas des valeurs démocratiques. Alors qu'on avait peur, notamment le soir du Bataclan, c'était à quelques semaines des élections régionales, de se dire qu'est-ce qui va se passer pour les régionales ? Est-ce que ça ne va pas être un formidable accélérateur pour le Front National, quoi. Alors vous avez été, je crois, un des proches, je crois 4, vous dites dans le livre, 3, à savoir que François Hollande, avant les autres, que François Hollande n'allait pas se représenter. Au fond, cette décision, François Hollande, il le prend après tous ces événements. Il mesure que sa candidature n'est plus aujourd'hui opportune. Il vous le fait savoir pourquoi ? Parce que déjà, à l'intérieur de l'Élysée, il y avait Parce que vous avez préparé la campagne, il y avait 3 collaborateurs qui étaient encore plus proches. Il y avait le secrétaire général Jean-Pierre Jouyet, Gaspard Ganzer pour la communication et moi pour les affaires politiques. On était peut-être les plus proches du président. Pas les seuls, mais probablement les plus proches du président. Puis moi, j'avais une responsabilité particulière puisque j'étais en charge de la future et éventuelle campagne présidentielle. Donc sur les idées, sur l'organisation, sur le positionnement. Et dans un contexte très particulier, il nous dit 3 jours avant qu'il a décidé de ne pas se représenter. Puis c'est 3 jours assez particuliers, puisque on ne peut en parler bien sûr absolument personne, que c'est un scoop total, que quand le 1er décembre à 19h, il est annoncé qu'il va faire une allocution télévisée, tout le monde pense que c'est le début de la campagne présidentielle. Et c'est pas ça qui se passe. Et vous aviez évidemment travaillé sur cette campagne. Alors vous organisez, on voit dans le livre les réunions, vous proposez au président des noms, il en accepte, il en refuse. Là en l'occurrence, je crois que c'était Le Foll qui n'était pas venu à cette première réunion de campagne pour des raisons que vous n'avez pas évoquées dans le livre. Donc en fait là, vous proposez, mais le président lui décide toujours, c'est ça, même y compris sur les noms que vous proposez sur les... Et pourquoi il réfute comme ça C'est normal que quand vous avez... une configuration de réunion, en plus la réunion à laquelle vous faites allusion, c'est une réunion d'avril 2016 pour commencer à parler de la campagne présidentielle. Donc le périmètre de la réunion est extrêmement sensible. Donc c'est une réunion où il y a Ségolène Royal, où il y a Emmanuel Macron, où il y a Julien Drey et 3-4 autres personnes. Et on parle de la possibilité de la suite. Ouais. Vous avez été tenté de rentrer à Bordeaux à un certain moment, d'abandonner ce poste de conseiller. Pourquoi c'était trop dur ? Le rythme était dur, les déceptions étaient trop lourdes. C'est un ensemble de choses. Non, bien sûr que le rythme était dur. Je veux dire, la journée, elle commence. Moi, je dors très peu, mais elle commence vers
Moi, j'arrivais au bureau vers 7h le matin, puis ça a fini à 22h, 23h. Donc, puis ça ne s'arrête jamais. Le week-end, vous avez toujours le téléphone. Non, c'était plutôt sur période de désaccords politiques relatifs au début de l'année 2016. Après, j'ai aussi une amitié et un sens du devoir qui fait que je suis resté, non pas jusqu'au bout, mais pratiquement jusqu'au bout. Ouais. Et d'ailleurs, vous terminez votre ouvrage, votre livre, par la publication du discours de renoncement de François Hollande. Ça ponctue votre livre. Au fond, c'est un discours fort, un discours rare. Un président qui ne se représente pas, ça n'est pas arrivé. Et donc, vous finissez d'une façon symbolique. Ce livre, il se termine comme ça. Oui, parce que pour moi, le 1er décembre est la fin d'une histoire particulière. À partir du 2 décembre, c'est une autre histoire, la primaire du Parti socialiste, la candidature d'Emmanuel Macron avec des positionnements. L'histoire a bien sûr continué. Puis c'est quelque chose de totalement inédit sous la 5e République. Et je trouvais ça plutôt percutant de terminer comme cela. Et vous regardez donc avec François Hollande ces primaires qui sont un désastre, vous le dites vous-même. Au fond, quand vous... Bon, on sait après ce qui en est advenu. Quand vous regardez aujourd'hui les résultats du nouveau président de la République, y compris ses résultats en termes économiques, qui sont plutôt bons, ou en tous les cas un peu meilleurs que ce que... Je me dis d'abord qu'on a bien travaillé. C'est ça. Parce que honnêtement, le redressement des comptes publics, l'accélération de la croissance, le fait qu'en 2017, le budget connaîtra un déficit inférieur à 3%, c'est quelque part les fruits tardifs de ce qui a été fait durant quelques années. Et vous pensez que l'histoire rendra grâce à François Hollande de sa politique? Ça sera aux Françaises et aux Français de le dire. Mais moi, je pense que sur les grandes orientations, je vous dis redressement économique, redistribution, parce que malgré tout, c'est une période où la pauvreté a diminué très peu, où la fiscalité a été plus juste, lutte contre le terrorisme, transparence, non-cumul des mandats, COP21, même réforme territoriale, il y a eu des avancées importantes. D'accord. Et il y a d'ailleurs cette petite phrase que vous dit François Hollande, je crois au soir des primaires ou du premier tour des présidentielles, un président travaille pour son successeur. C'est une phrase que vous avez notée. Oui, ça il le dit régulièrement. Oui, ça. Alors, peut-être qu'il espérait être son propre successeur. Il y a quand même de l'humour chez François Hollande. Il y a énormément d'humour. Et même dans les situations les plus compliquées, les plus tendues, il y a toujours de l'humour, toujours de la distanciation. Et ce qui fait aussi qu'on a réussi à tenir dans des périodes très compliquées. Alors, Vincent Feltès, et puis alors juste un mot pour terminer, vous avez aussi un des conseillers, Gaspard Ganzer, qui a fait un livre comme vous. Alors on a l'impression que le fait d'être en immersion à l'Élysée, ça oblige, évidemment c'est une position assez rare, oblige ceux qui l'ont vécu de faire un livre. Il y a une différence, vous l'avez lu son livre, Gaspard? Oh, j'ai lu comme Gaspard a lu le mien. Donc il y a des similitudes quand même. Il y a des similitudes parce qu'on a vécu les mêmes 3 années. Après, on n'avait pas tout à fait le même poste, puisque lui était sur la communication, moi sur la politique. Pas toujours les mêmes analyses, mais la même affection, admiration pour François Hollande, sens du devoir, même interrogation sur un certain nombre de choses. Après, non, je pense que les deux livres se complètent bien. D'accord. Alors, François Hollande a donc pas perdu cette élection, il ne s'est pas représenté, et les socialistes derrière ont subi une déroute à la législative. Vincent Feltès, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un espace politique pour le Parti socialiste? On va le voir dans les mois qui viennent, c'est vrai que la défaite aux législatives a été extrêmement importante pour le Parti socialiste, mais aussi pour les Républicains, qui se retrouvent juste avec 100 députés. Le Parti socialiste, aujourd'hui, a tous les problèmes devant lui. Pour des raisons qui ne sont pas les mêmes. Pour des raisons qui ne sont pas les mêmes. Mais personne ne pensait qu'un parti qui n'existait pas quelques mois avant, La République En Marche, allait avoir pratiquement 300 députés. Nous avons un problème de stratégie, nous avons un problème d'idéologie, nous avons un problème d'alliance, nous avons un problème de leadership et nous avons un problème d'outils. Donc dans les mois qui viennent, est-ce que le Parti socialiste est capable de est-ce qu'il se dessine un leader, par exemple, Vincent Feltès, là? Je pense qu'il y a un certain nombre de noms qui apparaissent
autour de la nouvelle génération. Donnez-nous des noms. Vous pouvez avoir Olivier Faure, le président du groupe socialiste, comme nous sommes en Aquitaine, Boris Vallaud, qui est nouveau député dans les Landes et avec qui j'étais à l'Élysée. Vous pouvez avoir des élus locaux ou locales. Je pense à Johanna Roland, qui est la maire de Nantes. Vous avez des personnes comme ça qui ont entre 35 et 40, 45 ans, qui ont une expérience, qui ont des responsabilités et qui peuvent participer ou même incarner le redressement. Et sur quel positionnement le Parti socialiste peut-il se refonder, Vincent Feltès ? Moi, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça, idéologiquement, pour le Parti socialiste. Nous sommes là pour lutter contre les inégalités. Pas si difficile, mais il n'a pas réussi à le faire durant le quinquennat. Il y a eu peut-être une forme de paresse intellectuelle depuis quelques années parce qu'il y avait une alternance politique régulière. Puis un outil qui permet de gagner les élections, oui, c'est ça. Marche. Puis, nous sommes là pour lutter contre les inégalités. Je pense que la question écologique est absolument fondamentale. Et donc, autour du social et de l'écologie, il y a quelque chose qui permet au Parti socialiste de se définir par rapport à la France insoumise et par rapport à la République en marche. Après, je ne sais pas si le Parti socialiste y arrivera. Il me semble indispensable que le Parti socialiste s'ouvre sur la société civile, s'ouvre sur les associations. Moi, c'est ce que je fais à mon échelle à Bordeaux, parce que je pense que la politique a besoin d'être oxygénée, renouvelée. On va parler de Bordeaux. Vincent Feltès, juste pour terminer sur le Parti socialiste, vous n'avez pas parlé de l'Europe, qui est un dénominateur commun aujourd'hui. Vous avez entendu Alain Juppé brandir cet étendard de l'Europe pour essayer de faire un rassemblement au centre, et qui même d'ailleurs, on peut dire, a un peu tendu la main à Macron. Vous êtes pris de vitesse là, sur ce sujet ou pas ? Non, ça fait partie des débats que le Parti socialiste doit trancher. La question européenne, on a toujours le traumatisme du référendum de 2005, et on voit bien qu'il y a deux tendances à l'intérieur du Parti socialiste. Et moi, sur la question européenne, effectivement, je suis plutôt proche des positions d'un Emmanuel Macron, d'un Alain Juppé, que des positions d'un Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est évident que moi j'ai une vision ouverte et pas fermée, que le souverainisme me paraît plutôt un risque, même s'il y a besoin de régulation. On voit bien sur la question du numérique, sur la problématique des migrants. Donc sur un certain nombre de sujets, on voit où est-ce qu'il peut y avoir les alliances. Allez, il nous reste 4 minutes, on va parler de Bordeaux. J'ai vu dans votre livre que vous disiez que la politique n'avait jamais été une carrière pour vous, même une anti-carrière. Parce que moi, je suis diplômé d'HEC, donc je veux dire par rapport à camarade de promotion. Mais vous nous confirmez que vous êtes évidemment toujours candidat pour les élections municipales de Bordeaux en 2020. C'est bien ça, Vincent Feltès ? Je pense que le sujet aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait qui doit être candidat, quelles alliances. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour Bordeaux ? Tout le monde constate que la ville s'est formidablement embellie, dynamisée, mais tout le monde constate aussi qu'il y a un problème de surchauffe à Bordeaux. Sur le prix de l'immobilier, sur les embouteillages, sur le tourisme, sur le fait que les jeunes couples ne peuvent plus rester dans la ville. Et donc la question, dans les mois qui viennent, que moi je vais traiter, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre ville et notre métropole. Et vous vous appuyez sur un outil, une association que vous avez montée, qui est Bordeaux Métropole Quartier, et qui est un outil sur lequel aujourd'hui vous essayez de reconstruire votre action et votre dynamique vers cet objectif qui est un objectif quand même, il faut bien le dire. Bien sûr, de toute façon, Bordeaux Métropole des Quartiers, c'est Bordeaux Métropole des Quartiers 2020. Donc il y a un objectif politique à horizon 2020 ou 2021 si les élections sont repoussées d'un an. Donc il y a un objectif politique, mais il y a aussi une manière de faire ouverte, sérieuse, avec des valeurs. Bordeaux Métropole des Quartiers existe depuis 2 ans. On a fait au mois d'octobre une opération qui s'appelle Cogitons Bordeaux, qui était ouverte sur les réseaux associatifs, sur l'économie sociale et solidaire, sur le numérique, où il y avait un peu plus de 200 personnes. Et c'est ce que nous allons produire dans les mois qui viennent. D'accord. Vous seriez candidat, quel que soit votre adversaire. Si Alain Juppé se représente, vous serez encore une fois candidat face à lui ? Oui, ça, je veux dire, Alain Juppé a des problèmes à résoudre lui-même, des interrogations, mais ça c'est son choix. Moi, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est formaliser une offre politique et un projet pour la ville de Bordeaux. Est-ce que vous vous autoproclamez comme le prétendant naturel, en quelque sorte, Vincent Feltès, de cette élection, ou déjà ? Prétendant naturel, non, je ne pense pas qu'il y a de prétendant naturel, mais avoir la volonté, la ténacité, une expérience, oui, j'ai cela. Mais sur quel mode de désignation ça pourrait se faire éventuellement et avec... Moi, je pense qu'il est encore un peu trop tôt, surtout à un moment où on a vu que le paysage politique national a été complètement bouleversé.
Moi, je connais bien le Parti socialiste, j'en suis membre depuis pratiquement 20 ans, j'ai été secrétaire national, mais je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'inventer des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire, qu'à l'échelle d'une ville et d'une métropole comme Bordeaux, il faut aussi avoir une ouverture intellectuelle et politique, et c'est bien ça le sens de Bordeaux Métropole des quartiers. Une ouverture intellectuelle et politique qui peut aller jusqu'à, vous êtes Macron compatible, j'ai cru comprendre, vous l'avez dit. Macron compatible, en tout cas, je n'ai pas suivi Emmanuel Macron dans son aventure par fidélité au président, par loyauté. Je trouve qu'il y a chez Emmanuel Macron une incarnation, un renouvellement, une jeunesse, un optimisme qui sont positifs. Après, dans le premier budget qui est présenté, si j'étais encore député, je ne voterais pas ce budget parce qu'il y a des choses qui, socialement, me posent problème. Mais la démarche demeure intéressante. Et vous restez socialiste? Pour l'instant, je reste socialiste, mais le pour l'instant est important parce que les mois qui viennent montreront s'il y a une possibilité de reconstruire ou s'il faut s'ouvrir vers d'autres horizons. Allez, il nous reste 45 secondes, Vincent Feltès. De ces 3 ans, vous avez passé au cœur de ce dispositif à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il y a qui vous marque symbolique? J'ai vu que vous avez gardé les menus, parce qu'ils sont beaux ces menus. Qu'est-ce qui vous reste au-delà de l'anecdote? Non, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'omniprésence de la mort à l'Élysée pendant 3 ans, quoi. Les attentats, les accidents, les soldats tués, donc toute cette émotion du pays qui vient dans cet endroit assez fermé. Merci Vincent Feltès, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, et si tout s'était passé autrement. Merci de votre fidélité, restez avec nous dans un instant, le journal de la mi-journée. Bon après-midi sur France 3, merci.